Jacques et Christine Potera s'apprêtent à faire une petite folie. Ils comptent bien acheter aujourd'hui un camping-car flambant neuf. Et ils s'y connaissent bien. Ils en ont déjà eu 4 en 30 ans. Mais cette fois-ci, les petits, ils veulent un modèle des petits. peu encombrant, qui se conduit facilement. Bonjour Monsieur Lam, je me présente. Ils sont reçus par Gaëtan Rosé, commercial. On vous a eu au téléphone. Oui, donc on s'est eu au téléphone. Vous êtes à la recherche donc d'un véhicule. Alors, 6 mètres. Et pour ce petit camping-car, nos 2 retraités ont un budget bien précis, 50 000 € maximum. Alors Gaëtan va leur présenter ces 3 modèles. Il y a chez Adria où vous avez l'autre. Bah alors il y a de la place. Oui, là vous avez un petit rangement ici. Il fourmille d'astuces, des petites trappes, un lit modulable et aussi des trouvailles très originales. Le cabinet de toilette donc se rentre à l'intérieur il est mieux et que qui les vous autres. permet de ressortir, ce qui vous fait gagner beaucoup de place dans la douche en fait et d'être assez à l'aise. Ce genre de détail plaît à nos 2 retraités, car ils recherchent un maximum d'espace. La première chose, c'est la place au sol et puis les rangements. La table s'en va ou pas? Oui, la table s'enlève complètement en fait. Hein. Oui. Même la table du salon peut se démonter pour gagner de l'espace. Oui, c'est pas mal ça d'enlever la table. On dirait en resto. Notre couple est ravi et sur le point de craquer. Je sens qu'on va avoir un bon prix, on va repartir avec. Oui, je pense. La vente semble bien partie. Gaëtan, le commercial, se réjouit, mais il va vite déchanter. Car les Potera sont venus avec un invité surprise. Douna, un lévrier irlandais de 55 kilos. Viens là. Oui, en effet, c'est vraiment important. Gaëtan découvre l'imposant compagnon de route des Potera. Mais il ne se démonte pas. Il leur propose un autre camping-car un peu plus grand. Ah si. Ah oui, c'est juste. Si. Ah oui, mais tu vois, regarde, elle est... Ouais. C'est pas terrible, hein, puis elle peut pas faire son demi-tour. Douna est un peu à l'étroit dans les 10 mètres carrés de ce modèle. L'affaire est loin d'être gagnée. Résultat, Monsieur Lam, je vous salue. Merci de votre passage. Donc, notre couple préfère réfléchir un peu. Et quelques jours plus tard, Jacques et Christine se sont offerts cet engin. 10 000 € de plus, mais cette fois, Douna se case sans problème, à l'arrière. Et si les Potera se sont lâchés, c'est parce que pour eux, le camping-car, ce n'est pas un simple véhicule, c'est une promesse de liberté. C'est un mode de vacances qui permet la liberté, qui permet l'improvisation, alors que des hôtels de location, il faut réserver. Là, on peut improviser, changer de destination au dernier moment. Et partout en France, ce sentiment de liberté n'a jamais été aussi fort. Des milliers de Français ont décidé comme eux de se lancer dans l'aventure du camping-car. C'est devenu le véhicule incontournable de nos vacances. Plus pratique qu'une caravane, 2 à 3 fois moins cher qu'une résidence secondaire. Grâce à lui, les Français peuvent économiser des centaines de nuits d'hôtel. Du coup, depuis 15 ans, les ventes explosent, plus 30%. Et pour vous séduire, les constructeurs sont prêts à toutes les excentricités. Fini le camping-car à papa, bonjour les innovations, le lit caché qui se déplie en un tour de main, le garage à vélo intégré ou encore le barbecue incorporé. À ce petit jeu, certains ont élaboré des engins extraordinaires avec les murs qui s'étirent, histoire d'agrandir un peu plus votre salon. Avec en prime, une télé qui apparaît comme par enchantement. Sans oublier un emplacement secret pour garer votre voiture. Les premiers prix débutent à partir de 45 000 € et sur ce créneau, la bataille fait rage. Une dizaine de marques s'affrontent pour vous proposer ce qui semble a priori impossible, à savoir un maximum d'équipement à un prix contenu. Alors comment les constructeurs s'y prennent-ils pour fabriquer ces véhicules de loisirs? Enquête
dans un univers qui continue de faire rêver des générations entières de vacanciers. Si aujourd'hui le camping-car est devenu un must pour partir en vacances, cela n'a pas toujours été aussi facile. Le camping-car a dû batailler pour s'imposer et son histoire a connu des rebondissements insoupçonnés. Il y a encore 40 ans, les Français ne juraient que par la caravane. Ils s'en vendaient jusqu'à 90 000 par an. Mais à la fin des années 70, une révolution venue des États-Unis débarque en France, le camping-car. Cette nouvelle vague de campeurs en autocaravane, traduisez camping-car, commence à envahir nos routes. Nous sommes en 1979 et cette révolution fait la une des journaux de l'époque. Effectivement, avec un camping-car, vous pouvez stationner où vous voulez. Dans les rues, sur des places, sur une plage, au sommet d'une montagne. Moi, j'appellerais ça plutôt un mode de vie. Adieu l'encombrante remorque. Fini l'obligation de stationner dans des campings. Tout est intégré en un seul véhicule qui peut aller partout. Un parfum de liberté souffle sur les routes. Seulement à l'époque, un camping-car coûte 5 fois plus cher qu'une caravane. Seule une élite peut y accéder. C'est à Paris, dans le 17e arrondissement de cet immeuble impersonnel, que nous avons retrouvé l'homme qui a démocratisé cette maison sur roues. Cet homme, c'est François Feuillet. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Aujourd'hui, à 67 ans, il dirige un empire, un mastodonte qui pèse près de 900 millions d'euros, à savoir le groupe Trigano. Et c'est une référence en matière de loisirs. Trigano a révolutionné nos vacances avec un produit simple, la toile de tente. Puis, les caravanes. Au début des années 80, François Feuillet s'aperçoit que les Français craquent de plus en plus pour les camping-cars. Il se dit qu'il y a de bonnes affaires en perspective. Car techniquement, passer d'une caravane à un camping-car, cela n'est pas très compliqué. C'était quelque chose qu'on pouvait faire sans investir beaucoup dans les usines, en utilisant la technologie que notre personnel maîtrisait. Et donc, on avait à la fois l'outil et le savoir-faire pour faire du camping-car qui n'était au fond qu'une caravane avec quelques roues et un moteur en dessous. Et très vite, François Feuillet va avoir une idée. Transformer les camping-cars, jusque-là réservés à une élite, en un produit populaire. Trigano est toujours une entreprise qui se positionne dans la partie plutôt économique, plutôt populaire du marché. Donc ça c'est dans nos gènes. Donc on ne fabrique pas des produits de luxe, on fabrique des produits qui s'adressent au plus grand nombre. Donc même chose dans le camping-car, on est parti dans la même logique. Et pour conquérir les classes moyennes, notre homme va créer une marque, Challenger. Et surtout, il va utiliser des solutions techniques inédites pour que ce camping-car soit 15% moins cher que ses concurrents. Et pour cela, le groupe Trigano a bâti, au cœur de l'Ardèche, cette gigantesque usine. C'est ici que sont fabriqués les fameux Challenger. 30 ans après leur création, ils sont numéro 1 des ventes en France. Voici l'atelier où ils sont fabriqués. Jour et nuit, 646 ouvriers bâtissent ces géants des routes. Et vous allez voir que fabriquer un camping-car qui en met plein la vue à prix serré, cela reste un défi permanent. Et ça, Guy Job, le directeur de l'usine, le sait bien. Car bâtir un camping-car, cela commence par une pièce incontournable, non négociable, le châssis. Cette pièce d'acier doit supporter le poids d'une petite maison. Elle coûte environ 20 000 € et là-dessus, Guy Job ne peut rien faire. Ce châssis, c'est pas nous qui le fabriquons, c'est les constructeurs automobiles, bien évidemment. Et c'est 50% du coût de revient du véhicule. Et c'est sur ce châssis que tout va se jouer. C'est là que l'on pose le plancher, autrement dit, la base du futur camping-car. La grande difficulté, c'est de loger dans un espace aussi réduit. Si vous prenez 10 à 12 mètres carrés, c'est la dimension d'une chambre d'hôtel. Et vous allez devoir loger dans cette dimension, dans cet espace-là, la totalité des fonctionnalités du véhicule, qui sont des fonctionnalités identiques à ce que vous avez à la maison, voire même au-delà, parce que vous devez pouvoir fonctionner en totale autonomie, etc. C'est donc là, sur ce petit socle de 10 à 12 mètres carrés,
qu'il va falloir faire tenir une salle de bain, une cuisine, une chambre, un salon, des rangements et des toilettes. Il faut être un peu magicien. Surtout quand on sait que cette future maison miniature ne doit pas peser trop lourd. Car Guy Job doit tout faire pour que son camping-car ne dépasse jamais les 3,5 tonnes, car dans ce cas, il entrerait dans la catégorie poids lourd. Là, il ne serait plus accessible au permis voiture. Alors Guy doit l'alléger en permanence. Et voici comment il réduit par exemple le poids des parois internes. Ça va ? Tu m'as préparé 2 panneaux ? Voilà. En apparence, ces 2 panneaux de contreplaqué sont identiques. Et pourtant, une fois posés sur la balance, le premier pèse un peu plus de 10 kg et l'autre un peu moins de 8 kg. Mais où sont passés les 2 kg ? Regardez bien, ces 2 panneaux, ils sont de même épaisseur, mais le plus lourd est un panneau plein, alors que le plus léger comporte des portions creuses. Un allègement inspiré d'un tout autre secteur d'activité. Nous n'avons pas inventé cette technique, elle est issue historiquement de l'aviation et autres qui ont l'habitude d'alléger systématiquement leurs panneaux. Des panneaux allégés qui donnent l'illusion d'avoir du bois massif. Mais pour Guy, le plus difficile réside dans l'assemblage de toutes ces pièces. A priori, l'opération s'annonce très coûteuse, car il faut mobiliser des électriciens, des plombiers, des menuisiers, une dizaine de corps de métiers différents, 60 salariés, 2 jours de travail, quasi impossible à robotiser. Alors pour éviter que les prix ne dérapent, un maximum de pièces est standardisé, comme cet évier conçu à 5000 exemplaires. Rien à voir avec les modèles des années 60. À l'époque, les camping-cars c'était ça, des maisons de luxe sur roues, des modèles uniques, bricolés par des artisans qui ne lésinaient pas sur les matériaux. Bois massif, nappes brodées, du velours sur les banquettes, de la moquette au sol, des frigos et des cuisinières spécialement conçues, et même du carrelage dans la salle de bain. Une échelle à l'intérieur et une autre à l'extérieur permettaient d'accéder à une galerie sur le toit. Mais cette époque est bel et bien révolue. Aujourd'hui, les camping-cars sont produits à la chaîne. Par exemple, l'assemblage des parois extérieures se répète 23 fois par jour. Une opération délicate, effectuée avec des vis et de la colle. Tout s'emboîte comme dans un Lego géant. Voilà, bien là c'est la mise en place des parois, à l'inverse de la maison où on construit d'abord la maison et ensuite on l'équipe avec du mobilier. Chez nous, vous êtes aperçu, d'abord on met le mobilier en position, en situation, et ensuite on va venir mettre les murs autour. Et pour baisser les prix, Guy et son équipe ont une idée, simplifier leur engin au maximum. Ils ne gardent que les fonctions essentielles, à savoir le salon, la cuisine, la chambre et la salle de bain. Tout le reste passe en option. Par exemple, regardez bien l'arrière de ce Challenger, celui de l'année 1985. Il possède une échelle extérieure. Eh bien, cet accessoire a disparu du modèle 2015. Certes, l'échelle existe toujours, mais cette fois-ci, sur catalogue. Si vous la voulez, il faudra la commander, 615 € en plus. En simplifiant ainsi le camping-car, en standardisant sa production, Trigano a réussi il y a 20 ans à le vendre 15% moins cher que ses concurrents. Une révolution à l'époque. Depuis, l'entreprise qui fabriquait de simples tentes est devenue le leader incontesté des camping-cars en France. Sauf qu'aujourd'hui, Trigano n'est plus le seul sur ce créneau. La concurrence est rude. Il s'appelle Rapido, Pilote, Bursner ou encore Adria et ils n'ont qu'une envie, détrôner le roi Trigano. Avec une promesse encore plus forte, proposer des équipements qui épatent les consommateurs au prix le moins cher possible. Nous sommes dans le sud de l'Allemagne, à Bad Wadelsee, une ville paisible au milieu des forêts.
C'est ici que se trouve un des géants mondiaux des camping-cars, le groupe Ymer. Un colosse qui s'apprête à lancer une offensive commerciale de grande ampleur. Ymer veut proposer du luxe à petit prix. Et derrière cette opération se cache un homme, Thierry Munch, le directeur de la marque en France. Il a décidé de commercialiser pour la première fois ce modèle sous la barre des 60 000 €. Et pour y arriver, il a étudié pendant 6 mois cet engin sous toutes les coutures. Et il a décidé de garder tout ce qui peut taper dans l'œil du client. C'est un ajustement de mobilier, c'est une solidité avec des trappes qu'on a vraiment en main. C'est également avec des tiroirs profonds, avec des fonctions de rappel, avec un grand réfrigérateur. Tout ça, ce sont des points sur lesquels on ne va absolument pas toucher, on ne va rien économiser sur notre nouveau produit. Ainsi, Thierry veut garder tout ce qui symbolise le luxe et qui éblouit les clients quand ils montent à bord. Intérieur design, ambiance cosy, plante de travail de la cuisine en marbre, douche avec éclairage fluo en bas et lumière naturelle en haut. Alors comment va faire notre Français pour garder tous ces équipements ? En fait, Thierry va économiser sur ce que les clients ne voient jamais. Car à force d'ausculter sous toutes les coutures ces camping-cars, il a découvert quelque chose qui avait échappé aux Allemands. Il s'est aperçu qu'ils utilisaient ce châssis haut de gamme. Il coûte très cher, car il est ultra léger et ultra résistant. Alors Thierry a décidé que pour son produit d'appel, un châssis en acier comme celui-ci, beaucoup moins cher, suffirait amplement. Il est pour nous quelque part un peu aberrant de demander à chaque client de payer le surcoût d'un châssis Elco qui peut représenter jusqu'à 4 à 5% du coût de revient global du camping-car alors qu'on n'en a pas besoin. C'est là qu'on va pouvoir faire de réelles économies. Selon nos estimations, en changeant ce châssis, Thierry économisera 2 000 € par camping-car. Et puis, il a trouvé une autre source d'économie très astucieuse. La marque Ymer vend beaucoup de camping-cars dans les pays nordiques, en Finlande, en Suède ou en Norvège. Dans ces pays, le culte du camping-car est tel que les Scandinaves l'utilisent même en hiver par moins 25 degrés. Du coup, les Allemands ont mis le paquet côté chauffage. Seulement en France, les hivers sont bien plus doux. Thierry a donc décidé de baisser la puissance du chauffage. Ça lui permet d'économiser 250 € par camping-car. Mais ce n'est pas encore suffisant. Alors pour réduire encore plus le prix, notre spécialiste va s'attaquer à la liste des options. Il y en a près d'une centaine. Et là, il va procéder à un tri impitoyable. Fini les 6 moteurs différents. Désormais, il n'y en aura plus que 3. Fini aussi les sièges chauffants. Et puis, il n'y aura plus 3 couleurs pour la cabine, mais seulement une, le blanc. Il va supprimer ainsi une option sur 2 au catalogue. Et cela va baisser considérablement le coût du camping-car. En effet, en usine, la moindre option en moins permet de standardiser la production, donc de travailler plus vite. Du coup, les dépenses peuvent baisser de 10 à 12%. Grâce à toutes ces astuces, Thierry a réussi à faire passer son futur camping-car de 63 000 € à 57 000 €. C'est grâce à ce genre de technique commerciale que les camping-cars se vendent par milliers en France. Nous sommes même devenus le 2e pays en Europe à en acheter autant. Et au beau milieu de cet engouement, un nouveau moyen de partir à petit prix est en train d'émerger. Désormais, il est possible d'accéder à ces véhicules de rêve à un tarif incroyable. Et pour découvrir ce bon plan, direction le Loiret, au sud de Paris. Nous suivons Michel et Marie-France, 2 retraités. Ils ont rendez-vous dans ce village. Ils s'apprêtent à partir pour la première fois de leur vie en camping-car. Voilà. En fait, Michel et Marie-France sont de grands baroudeurs.
des fans du camping, mais pour une fois, ils ont envie d'un peu de confort. On avait l'habitude de camper avant. On a été au Mali, on a été au Burkina Faso, au Bénin, au Maroc plusieurs fois. En camping en 2 chevaux. Et c'était en camping en 2 chevaux avec la tente. Et on couchait dans le désert. Alors là, ça va changer un peu. On devient confort. On devient confort avec l'âge, c'est ça. Et l'engin qu'il convoite, le voici. Un Autostar. Un grand modèle, réputé haut de gamme. Bonjour, monsieur Lame. Bien arrivé. Et ils sont accueillis par Patrick et Nadège, les propriétaires du véhicule. Donc on fait voir le camping-car, voilà. On fera les papiers à la fin. Michel et Marie-France tiennent à inspecter le véhicule dans les moindres détails pour éviter les mauvaises surprises. Ah, bah, c'est bien. C'est impeccable. Ah, mais il y a de la place. Il est bien, il y a de la place. Nos 2 retraités sont vite séduits. Génial. 3 plaques. Oui, il y a 3 plaques. C'est à gaz. Oui, c'est à gaz. D'accord. Ici, vous avez les assiettes, les verres. Ici, vous avez la télé. Ah bah ça c'est important quand même. Avec Tout est prêt pour partir en vacances. C'est génial. Mon rêve. L'autre il était pas si bien. Ouais. Les draps, la couette, tout est lavé, Ah, tout ça y est est. propre. Ah, bah, vous avez le Oui, temps, oui, alors, oui, c'est bien, oui, c'est tout gentil. est propre. C'est une belle surprise. C'est vraiment un beau camping-car. On est ravis. Ce camping-car vaut en théorie une petite fortune, plus de 70 000 €. Mais vous allez voir que nos 2 retraités vont débourser une somme infiniment plus modeste. Attestation d'assurance, là, tout à Un l'heure, tarif vous l'envoyez. imbattable. Donc ça, vous allez en emmener une pour vous. Et donc on paye 606 € pour l'ensemble. En fait, Michel et Marie-France n'achètent pas ce camping-car. Oui. Ils vont en réalité le louer pendant 11 jours. Et justement, vous en pensez quoi? C'est cher, c'est pas cher? Non, c'est pas, non, c'est pas cher, c'est un prix c'est raisonnable, raisonnable. c'est un prix. Bon après, c'est vrai que plus cher, on prendrait peut-être pas, parce que par rapport à un mobil-home ou comme ça, mais c'est pas le même usage. Mais c'est un prix raisonnable. Pour dénicher cette location, nos retraités sont passés par ce site de location de camping-car entre particuliers. Et puis ils ont bien fait leur compte. Louer ce camping-car est bien plus économique que payer des nuits d'hôtel. Quant aux propriétaires, ils possèdent 2 camping-cars, ils les louent régulièrement, de quoi amortir leurs frais. Oui, ça nous permet de les entretenir, qu'ils roulent, et puis comme ça, ils ne s'abîment pas. Et puis d'avoir un peu d'argent pour nous aussi, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Oh, ça y est, on est parti. Et comme eux, plus de 15 000 personnes ont déjà voyagé en louant des camping-cars à des particuliers. Et pourtant, une fois sur la route, beaucoup ignorent qu'ils risquent de déchanter rapidement, car la vie à bord d'un camping-car n'est pas toujours celle que l'on imagine. En avril dernier, nous avons suivi les heureux propriétaires de ce camping-car. Marc et Christine Laurie se sont octroyés quelques jours de congé. Ils ont traversé toute la France, 800 km de route, pour venir se reposer ici, en Bretagne. Et plus précisément, à la Bernerie en Ray. Allons-y. Bon, on va essayer d'aller sur le bord de mer. Ton copain, il a dit que c'était sur le bord de mer qu'on pouvait se mettre. Bon. Et voici ce qu'ils sont venus chercher. La mer, des plages de sable fin sous le soleil, un endroit calme, idéal pour se détendre. Seulement pour profiter de cette vue splendide sur la mer, ils aimeraient bien garer leur maison sur roue le plus près possible de l'océan Atlantique. Alors, attention. Et ça tombe plutôt bien. Est-ce qu'on peut se mettre là? Il y a ici un parking. Voilà, on serait bien, mais... Bon, on serait bien il y a de là, la mais... pêche à faire et tout. Regardons le beau petit parking là. Il est vide et face à la mer, l'emplacement rêvé. Regarde la petite pancarte qu'il y a. Enfin presque. Pancarte. Ah! Voilà, interdit Interdiction de camping-car. stationner pour les camping-cars. Voilà. Bon. Sur ce panneau, aucun doute. Ce sont bien les camping-cars qui sont visés. C'est la douche froide. Notre couple va devoir chercher ailleurs. Et comme ce n'est pas la première fois que ça leur arrive, ils sont franchement agacés. Ce que j'en pense, moi je pense que c'est dégueulasse. Comme je dis, on nous prend pour les pestiférés, on ne fait pas plus de dégâts qu'une voiture.
On perd énormément de temps. De temps. Le matin, on part. Et là, dès midi, on commence à se dire qu'il faut commencer à chercher un emplacement. On ne peut pas se promener toute la journée, dire on s'arrêtera où on voudra le soir. Il faut que dès midi, on soit déjà en train de chercher. Notre couple repart aussitôt. Mais ils vont déchanter à nouveau. Dans cette commune, toute une série de panneaux et de barres de hauteur bloquent l'accès à leur véhicule. Moi, je serais toi, je retournerai vers le centre. Ah, camping-car. Tiens, il y a plein de camping. Ben, j'ai toujours pas vu de panneaux. Hein. Non. Et derrière toutes ces interdictions, il y a un homme, Thierry Dupoux, le maire de la Bernerie-en-Retz. C'est lui qui a chassé les camping-cars du littoral. Et pour nous expliquer sa démarche, il nous emmène en bord de mer. Ici, vous voyez, c'est une très belle vue sur l'estran de la Bernerie, qui est un paysage préservé. On a la chance sur notre commune d'avoir un front de mer dégagé, c'est-à-dire sans immeubles, sans construction en hauteur. Beaucoup de communes où c'est plus le cas. Donc on souhaite particulièrement préserver toutes ces vues-là. Voilà ce qu'on souhaite préserver et ce qu'est le fond de nos motivations sur cette réglementation. Et la décision du maire n'a rien d'exceptionnel. Depuis quelques années, la guerre est déclarée entre élus locaux et amateurs de camping-cars. Certaines communes estiment faire face à une invasion. Alors elles empêchent par tous les moyens possibles le stationnement à ces touristes un peu encombrants. Les amoureux des camping-cars, eux, sont furieux. Bien souvent, ce conflit se termine devant les tribunaux et la justice tranche au cas par cas. Il y a quelques mois, la Bernerie-en-Retz, comme 80 communes en France, a été attaquée par une association de défense des utilisateurs de camping-cars. Verdict du tribunal, le maire a obligation de retirer les panneaux de signalisation routière et les barres de hauteur dans un délai de 2 mois. La justice lui reproche de cibler uniquement les camping-cars, mais 2 mois après notre reportage, le maire refuse toujours de retirer ces panneaux. Il porte l'affaire en appel. En attendant, Marc et Christine, eux, ont abandonné le bord de mer. Moi, je serais toi, je retournerai vers le centre. Ça, c'est le problème. Camping-car. Tiens, il y a plein de camping. Ben, j'ai toujours pas vu de panneaux. Ils tombent sur ce parking spécialement réservé à leur engin, en plein centre-ville. À défaut de choisir l'emplacement de leur rêve, ils vont pouvoir choisir leur emplacement parmi 35 places goudronnées. Et mauvaise surprise, ce parking est payant 7 € la nuit. Taillez doucement. On va aller voir comment ça se passe. À peine arrivé, notre couple entend bien profiter d'un peu de répit. Ils improvisent un apéritif avec leurs voisins. Bon, voilà, merci à notre petit coup séjour. de main. Finalement, est-ce que vous êtes bien alors? Oh oui, on est très bien là. Bien, Il fait beau. Les voisins ont l'air d'être sympathiques. Non, on est bien. Est-ce qu'on a l'air malheureux là, une fois qu'on est installé? Seulement, là encore, un nouvel imprévu les attend. Sur ce parking, il est interdit de trinquer entre voisins. C'est écrit noir sur blanc dans le règlement intérieur. Ça se trouve. Parking, camping-car et usagers, préambule, nanana. Il n'est pas autorisé à utiliser les 10 emplacements comme une aire de camping. Le déballage de matériel de camping ou similaire est interdit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reste enfermé dans notre camping-car? Voilà, donc si c'est ça, donc on est tous en effraction dès qu'on sort d'une table et des chaises. Bon, donc je sais pas, on ira se renseigner encore, on va encore passer une demi-journée à se renseigner. En fait, il s'agit d'une zone de stationnement et non pas d'un camping. Par conséquent, ils n'ont pas le droit d'organiser leur apéritif. Mais notre couple préfère braver la loi. C'est sans alcool, hein. Bon, allez, on trinque parce que... Allez. On sait pas où on sera ce soir. Tu seras où, Marc, ce soir? Ah, je suis peut-être en prison. Peut-être en prison parce que tu as dépassé la ligne blanche. Voilà. Allez, à la nôtre. Malgré ces problèmes de stationnement, les Français plébiscitent les vacances en camping-car. L'an prochain, les constructeurs espèrent voir leur vente progresser en France de 8 à 10%. Et si le business des camping-cars est en plein essor, c'est parce qu'il permet d'économiser sur le premier poste de dépense des vacanciers, le logement. Et ça, certaines stations balnéaires l'ont bien compris. Elles ont fondé toute leur réputation sur des séjours bon marché. Sur la Méditerranée, vous pouvez trouver des cités touristiques
qui propose des locations jusqu'à 50% moins chères que sur la Côte d'Azur. C'est l'incroyable saga de l'une d'entre elles que nous allons vous raconter. Ce jour-ci, quand Émilie se rend à son travail, elle a une grosse pression sur les épaules. Elle est agent immobilier dans une grande station balnéaire. Nous sommes en juin, la saison estivale commence, c'est la période la plus cruciale pour son business. À peine arrivés, les coups de téléphone s'enchaînent. Les touristes qui n'ont pas encore réservé se font pressants. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. On a vraiment le client qui s'y prend à l'avance, c'est vraiment le client de dernière minute qui voit ce qui se passe la veille ou l'avant-veille, est-ce qu'il y a de dispo. Et des clients, il va falloir qu'elle en trouve beaucoup si elle veut faire tourner ses locations. Car voici son capital. Les clés de 65 logements qu'elle doit impérativement placer durant juillet-août, c'est son fonds de commerce. Toutes ces clés, c'est les clés de notre transaction, de notre location saisonnière, de notre location annuelle. Et donc voilà, c'est quelque chose où on fait très attention. Voilà, c'est très important et on essaye que tout soit cadré. Le poste clé est un poste vraiment très très important à l'agence. Et pour que l'agence d'Émilie soit rentable, elle espère louer chacun de ses logements au moins 3 fois dans la saison. Son objectif, réaliser 250 locations cet été. Cela peut paraître ambitieux, mais il faut dire que son business est situé dans une grande cité touristique très populaire et réputée pour ses vacances pas chères, la Grande Motte. La Grande Motte, c'est avant tout ce panorama magnifique qui attire plus de 100 000 touristes l'été. Une station balnéaire au cœur du littoral méditerranéen, à 20 km de Montpellier sur la côte languedocienne. Un déferlement tel que la population est multipliée par 10 durant les vacances. Et voilà ce que recherchent ici les touristes. 7 km de plage ininterrompue. Et près de 180 résidences qui offrent des milliers de logements. Mais surtout, les vacanciers viennent s'offrir ici une des côtes les moins chères de la Méditerranée. C'est moins cher que la Côte d'Azur, tout. C'est plus abordable. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Il y a tout qui est moins cher. C'est meilleur marché. C'est sûr que par rapport à la Côte d'Azur, c'est vrai que c'est plus accessible, c'est vrai. Il faut dire que l'on peut s'offrir ici des studios à partir de 280 € la semaine, moins de 50 € par jour. Alors à quoi ressemblent vraiment ces logements de vacances à prix cassé? Et ces immeubles gigantesques recèlent-ils toujours de bonnes affaires pour les touristes? Pour exploiter ce filon, les agences immobilières se livrent une concurrence acharnée entre elles. Mais elles doivent aussi compter avec des réseaux parallèles de location qui proposent parfois des tarifs encore plus avantageux. Je me baladais pour voir s'il y avait des apparts à louer dans ce complexe. Ok. Seulement, c'est à vos risques et périls. Vous pouvez tomber parfois sur des propriétaires indélicats. Des clients qui viennent à l'agence et qui se retrouvent d'avoir loué avec des particuliers et ils sont 2 sur la même location. Vous allez découvrir l'envers du décor de la Grande Motte, l'une des stations les plus recherchées de l'été. Quand on veut passer des vacances pas chères à la Grande Motte, il y a une première règle à connaître, ne pas hésiter à négocier. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce matin, Émilie a la possibilité de caser une nouvelle location, mais elle va devoir la jouer fine. Face à elle, la famille Tabache, des marchands ambulants qui travaillent dur toute l'année. Alors l'été, ils s'offrent au minimum une semaine de vacances sur la Méditerranée. Les dates 18 au 25. Mais voilà leur problème, ils ont 4 enfants. Ils recherchent donc un 4 pièces. Ok. 4 pour enfants 6. et 2 adultes. Ouais, ça c'est ce que je me rappelais. Et par contre, on a dit forcément centre-ville, hein. Ouais. Pas de couchant ni de... Mais leur budget est limité, 700 € pour une semaine, pas plus. Émilie n'a qu'un seul appartement à leur proposer, mais son prix dépasse ce qu'ils avaient prévu. C'est là, c'est au coin de la rue. Ce qu'on avait loué la première fois. Piscine et centre-ville, c'est le seul qui va me rester pour ces dates-là. Il est de quel montant? Celui-là, on est sur 775 € la semaine. C'est 75 € de plus que prévu par le budget familial. Alors les Tabaches vont essayer de négocier le prix. On a la vitrocéramique, on a tout, il est super bien. Et quand on fait les 15 jours, il y a des... Peut-être c'est plus avantageux. Déjà, on va regarder.
Il n'est pas disponible 15 jours. Non, je vous aurais fait quelque chose sans aucun problème, mais il n'est pas disponible sur les 15 jours, il n'y a que cette semaine-là qui est dispo. Bref, ce n'est pas gagné. Et pour tenter de les convaincre, Émilie leur propose d'aller visiter l'appartement. On va visiter l'appartement. Elle va devoir la jouer serrée, car les tabaches pourraient aller voir la concurrence. À moins de 100 mètres de chez Émilie, un autre professionnel de la location touristique leur tend les bras. Et sur l'ensemble de la ville, 15 agences se disputent le marché. Alors Émilie espère que l'appartement qu'elle va faire visiter aux tabaches leur conviendra. Ils aiment bien les immeubles aux allures futuristes. Et heureusement, car voici le leur. Maintenant, ils espèrent toujours qu'Émilie va baisser son tarif. L'appartement, il doit avoir 2 ans. Et le début de la visite est plutôt encourageant. Les tabaches découvrent une grande chambre parentale. Donc voilà, ici on a la chambre. En plus, il y a des placards. Avec des placards, on a des placards dans l'entrée aussi. En revanche, les enfants sont moins bien lotis. Pas de chambre pour eux. Ils devront dormir dans le séjour. 2 dans le lit placard et 2 dans le canapé. Par contre, celui-là, il est convertible, vous m'avez dit? Oui, tout à fait. La famille se rend compte qu'il n'y a pas de chambre pour les enfants. Ils devront dormir dans le salon. La grande pièce est un peu sacrifiée. On part sur la cuisine. Émilie a senti que cet agencement pouvait faire capoter la location. Alors très vite, elle joue son dernier atout, la terrasse. Ouais, il faut bien tenir les loquets fermés. Quasi généralisée à la Grande Motte, elle est vécue comme une pièce supplémentaire. Mais pour ce prix-là, pas de vue sur mer, mais sur le parking et la Pinède. Il vient jusque-là, le marché. Oh, il doit en avoir, mais bon, ça sera trop petit peut-être pour nous. Pour tout avoir la vue, la piscine, un grand appartement, c'est sûr qu'il faudra mettre un peu plus d'argent. Donc aujourd'hui, on se contente de ce qu'on a. Les tabaches seraient prêts à signer, mais voilà, comme il n'y a pas de chambre pour les enfants, ils souhaiteraient qu'Émilie fasse un petit rabais sur le tarif prévu. Entre 750 et 800, je crois, il est. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'était notre budget quand même, de toute façon. On n'a pas encore bien discuté. Et bon, on n'a pas encore discuté avec l'agence, qui est très sympathique, l'agence d'ailleurs. Vous pouvez venir, Nathalie. Et donc voilà quoi. Faut dire le prix. Oui, parce que du coup, la piscine, les équipements, la surface, ça doit entre 750 et 800. On est voilà, sur un joli produit qui les vaut. Qui les vaut peut-être, mais Émilie ne veut pas prendre de risques. Elle acceptera hors caméra de réduire sa commission. Habituellement, elle est de 18%. Ici, elle ne prendra que la moitié pour être sûre d'emporter le morceau. Un cadeau de 75 €. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. 700 € au lieu de 775 pour 42 mètres carrés. Voilà ce que l'on peut négocier à la Grande Motte pour ce type d'appartement. Et ça reste une bonne affaire pour la Méditerranée. C'est 30% moins cher que sur la Côte d'Azur. Un positionnement meilleur marché calculé de longue date. Dès l'origine, cette ville a été conçue pour proposer des logements low cost. C'était la volonté d'un illustre personnage. Nous sommes au début des années 60. La France connaît une forte expansion. L'économie tourne à plein régime. C'est le plein emploi et les Français ont alors assez d'économies pour s'offrir des vacances au soleil. Désormais, chaque été, de plus en plus de vacanciers se ruent sur la Méditerranée. Mais beaucoup d'entre eux boudent la Côte d'Azur trop chère. Ils se précipitent vers l'Espagne qui propose des séjours à prix cassé. Car voici son atout. Des milliers de logements bon marché, dans des immenses buildings sur la Costa Brava et loués pas cher. Les promoteurs en font la publicité, même en français, mais ils vont tomber sur un os. Cette concurrence espagnole devient une affaire d'État dans les années 60. Le général de Gaulle débarque un beau jour de 1967 sur la côte languedocienne, pas loin de Montpellier. Il exige que la France offre elle aussi à ses habitants des stations balnéaires à petit prix sur la Méditerranée. Le tourisme, les loisirs sont une part fort importante de la civilisation moderne. Et la France l'a compris un peu partout, et je vois qu'elle l'a compris spécialement ici. Car voilà ce qu'il a en tête. Construire ici, sur la côte languedocienne, juste avant l'Espagne,
une série de stations touristiques pour retenir les vacanciers. Et il jette son dévolu sur un bout de côte désertée qui s'appelle la Grande Motte. Seulement voilà, si personne n'y habite, c'est parce que ces terrains sont constitués de marais infestés de moustiques, livrés aux chevaux sauvages, une nature très hostile. Un emplacement qui a surpris tout le monde, à commencer par Jean-Paul Volle, un géographe de Montpellier, grand spécialiste de la côte languedocienne. On pourrait presque dire mission impossible. En plus, c'était des terrains incultes, de la dune, du plat, il y avait des moustiques, c'était pas beau, personne n'y allait. Et pourtant, le général de Gaulle prévoit de construire ici une cité futuriste pour 43 000 vacanciers, une première en Europe. Des travaux titanesques débutent, et en 1968, les premiers immeubles sortent de terre. Pour faire plus moderne que les barres d'immeubles espagnols, les promoteurs construisent des sortes de pyramides au look futuriste. Une architecture en escalier qui permet à chaque logement d'avoir une grande terrasse. Et pour proposer des locations pas chères, les immeubles sont constitués de petites surfaces, des centaines de studios accessibles aux familles modestes, mais aussi d'appartements familiaux à prix cassé. Et à l'été 68, voilà le résultat. Cette photo montre la Grande Motte quasiment terminée. Restait à savoir si les touristes allaient se laisser séduire par cette ville qui ne ressemblait à aucune autre. Parmi les pionniers, nous avons retrouvé Rosie, une des toutes premières habitantes de la ville. Elle en connaît les moindres recoins. Vous connaissez la ville par cœur? Des fois, la ville, ah oui, alors là, je crois que je même les yeux fermés, je saurai où je vais. Voilà. Dès le début, Rosie croit au succès de la Grande Motte, à tel point qu'elle décide même d'y ouvrir la toute première boulangerie. Là, voilà, c'est nous qui avons monté ça là. Mais son commerce tourne au ralenti car les touristes ne sont pas au rendez-vous. C'est là qu'il y avait les vitrines. L'année suivante, le Tour de France fait étape à la Grande Motte. Sur les photos de l'époque, Rosie est aux anges. Elle est persuadée que cette fois la ville va décoller. Mais rien à faire, les vacanciers boudent cette cité futuriste. Les débuts, ça a été dur, les débuts. Très, très dur. Très dur, les débuts. On a eu le Tour de France qui est quand même passé, mais ça a duré que 15 jours. Ça n'a pas duré plus. Nous, on croyait que ça y est, c'était venu, que c'était prêt, qu'on avait gagné, mais non. Monsieur, vous désirez 2 pas trop cuites. 2 pas trop cuites, allez, 2 pas trop cuites, 1 et 2. La ville reste mal connue. Elle fait alors un maximum de publicité. La Grande Motte décroche même dans Paris Match un reportage très élogieux. Sur la côte du Languedoc-Roussillon a surgi une ville vouée aux vacances. Le tout assorti de photos, de familles à la mine réjouie et de vues aériennes d'une ville moderne autour d'un port de plaisance. Une cité qui commence à faire le buzz quand les vacanciers découvrent que ces logements sont vendus 30% moins cher que le littoral cannois. Et à l'époque, ça coûtait cher de s'installer à la Grande Motte? Et non, quand même, parce que vous savez que les appartements à la Grande Motte n'étaient pas chers. Moi, j'aurais eu de l'argent, la moitié de la Grande Motte m'appartiendrait. Mais hélas, j'en avais pas. Très vite, les touristes découvrent que les studios tout équipés de ces immeubles flambant neufs ne sont pas réservés aux riches, mais bien aux vacanciers à petit budget. Les plages commencent à se remplir. La Grande Motte devient la capitale du tourisme estival de masse. Et Rosie prospère enfin dans le bistrot qu'elle avait ouvert dans le prolongement de sa boulangerie. La Grande Motte a démarré vraiment, vraiment bien. 70, 71. Non, 71, 72. Et bien là, alors pour pas qu'il y ait un monde à la Grande Motte, un monde terrible. Alors là, on a dit la Grande Motte est partie. La Grande Motte se fait très vite connaître, et pas uniquement à cause de ses locations bon marché, avec vue imprenable sur la mer. Elle acquiert la réputation d'une cité où tout y est moins cher que sur l'autre versant de la Méditerranée, la Côte d'Azur. Et aujourd'hui encore, elle attire les vacanciers à petit budget, comme Edwige, 33 ans, mère célibataire, et sa fille Lisa. Bonjour, ça serait pour des granitas, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Merci. Et moi, je vais vous prendre un tropical, un petit, s'il vous plaît aussi. Des dizaines de commerçants se sont installés sur le front de mer. Des boutiques à petit prix, des pizzerias familiales. D'après Edwige, le coût de la vie est bien inférieur par rapport aux spots luxueux de Cannes ou de Saint-Tropez. Et voilà, regardez.
Merci. Une différence appréciable pour elle qui est au chômage depuis près d'1 an. Les petits plaisirs qu'on se fait, si on irait côté Côte d'Azur, peut-être qu'on doublerait le budget. Donc c'est pour ça aussi qu'on vient là. Ça reste encore raisonnable. On pourra marcher une dernière fois dans le sable aussi. Hein, avant de revenir. Eh bah ouais, tiens. Mais parfois, les vacances low cost ne sont pas toujours synonymes de bons plans. Par exemple, pour se loger, Edwige a récupéré un appartement. Seulement, il n'est pas en bord de mer, mais en plein centre-ville. Une toute petite entrée, une pièce principale, et pour la vue, rien de mirobolant. Elle donne sur d'autres immeubles. Pas de terrasse, pas de panorama sur la mer, et pourtant en pleine saison, cet appartement est plutôt coté. Puis après, on vient juillet-août, ça peut vite chiffrer. Je crois qu'un appartement comme ça se loue même 600 €. Donc là... Cela peut paraître un peu cher pour un logement qui n'est pas idéalement situé. Mais il y a moyen de contourner les locations proposées par les agences. Il existe des réseaux parallèles qui peuvent offrir des appartements très prisés, à des tarifs plus compétitifs, car ils se passent de la commission de 18% exigée par certaines agences. Mais tout se déroule un peu sous le manteau. Au cours de notre enquête, nous sommes tombés sur une information qui nous a intrigués. On nous a donné une adresse à laquelle on pourrait dénicher toute une série de logements bon marché à louer. Nous nous y rendons en caméra cachée et nous tombons sur une personne qui accepte de nous renseigner. Bonjour. Je me baladais pour voir s'il y avait des apparts à louer dans ce complexe. Vous savez, vous? Non, en saison. Mais que pour une semaine ou... Ouais, pour 2 semaines en fait cet été. Pour combien de personnes? Bah on serait 4 ou 6, donc peut-être 2 apparts, je sais pas, vous avez... Surprise, ce sont les concierges d'une immense résidence de la Grande Motte. Quelle période? Rentrer. Ça sera bon? Je peux rentrer? Ouais, ok. Des concierges qui ont une deuxième activité discrète. Ils jouent depuis 7 ans les agents immobiliers au profit de propriétaires de l'immeuble qui mettent en location estivale leurs appartements. C'est un grand. Vous connaissez les disponibilités, vous? C'est pour ça qu'ils me les envoient. Ah, d'accord. Alors. Pour la période qui nous intéresse, elle a au moins 4 propriétaires qui lui ont confié la location de leur logement. Bon, quand on rentre là. Okay. Ici, ils m'envoient les contrats, alors j'ai les contrats des gens. Donc je sais ce que... Parce que comme ils descendent pas, que c'est moi qui mets les gens en place. Ah voilà, c'est ça, c'est vous qui vous occupez des arrivées, d'accord. Ah ouais, je m'occupe des arrivées. Parce que je me demandais comment ça se passait justement pour... Non, vous leur envoyez un acompte à eux, ils vous font le contrat, ils vous envoient le contrat, vous leur payez un acompte. Et après, quand vous arrivez, moi j'encaisse le solde et puis ils viennent le chercher. La concierge s'occupe de tout. Elle a les contrats de location, elle encaisse la caution, elle remet les clés et elle nous affirme ne prendre aucune commission, parfois juste des pourboires de 10 ou 20 € ou des petits cadeaux des propriétaires. Bon, c'est des gens qui sont sympas. Qui, bon, il y en a un qui est en Auvergne et quand il descend, il nous descend un gros fromage d'Auvergne. Voilà, bon, il nous descend toujours quelque chose. En contrepartie, elle fait même visiter les appartements. On va faire visiter 2. Dès le mois de mai, alors que les vacances approchent, les appartements disponibles se réduisent dans les agences. Mais certaines gardiennes, comme celle qui nous guide aujourd'hui, disposent encore d'un des produits stars de la Grande Motte, le studio familial loué à la semaine. Une petite entrée et juste à droite, une minuscule salle d'eau. Là, c'est la douche, le WC. D'accord. Puis, une grande pièce à vivre. Et surtout, une terrasse transformée en véranda fermée pour y installer un couchage supplémentaire. C'est fermé? Oui, c'est fermé. Enfin, je veux dire, de dormir dehors, vous voulez dire? Ah, d'accord. Ouais, parce que c'est fermé. Ah, c'est fermé, d'accord. En revanche, pour la vue, on repassera. Le studio est en deuxième ligne, sur l'arrière des immeubles du front de mer. Mais le prix est intéressant. Comptez environ 450 € pour un appartement de ce type en pleine saison. C'est en moyenne 150 € moins cher qu'en agence. Mais nous décidons de pousser le bouchon un peu plus loin. Nous voulons la perle rare, un plus grand logement avec vue imprenable sur la mer. Mais la concierge n'est pas sûre d'en avoir un de disponible. Heureusement, elle fait partie d'un réseau de gardiens qui s'échangent les bons tuyaux.
Alors des fois ils s'y prennent un peu tard, alors après par d'autres gardiens j'essaie de savoir s'ils n'ont pas quelque chose à leur proposer parce que moi j'ai plus rien à proposer sur l'immeuble. Ah oui, d'accord. Ah oui, entre gardiens, vous pouvez échanger. Finalement, après vérification, elle pourrait avoir quelque chose qui nous convient. Et effectivement, c'est l'appartement familial idéal. 2 pièces, cuisine équipée et un grand séjour. Oui, c'est grand. Et surtout l'atout majeur de la Grande Motte, la terrasse avec panorama éblouissant sur le port et la mer. Et là, c'est vraiment la bonne affaire. Ce genre de logement se retrouve en moyenne à 1 200 € en agence. Mais ici, on nous le propose à 1 000 €. Et en plus, on n'aura pas à payer la commission de 18%. Bref, une sérieuse concurrence pour les agents immobiliers. Nous sommes retournés voir Émilie qui effectivement ne porte pas dans son cœur ces réseaux parallèles. Oui, c'est une concurrence. On ne peut pas le nier. Mais le client qui passe par une agence, c'est pas pour rien. C'est ou parce qu'il s'est déjà fait avoir, ou parce qu'il a peur de se faire avoir. Car parfois, dans ces réseaux parallèles entre particuliers, on peut tomber sur des propriétaires qui ne sont pas très fiables, notamment dans les dates de location. J'ai des clients qui viennent à l'agence et qui se retrouvent d'avoir loué avec des particuliers et ils sont 2 sur la même location. Donc je ne fais pas une généralité, encore une fois, mais voilà. C'est avec une agence, on est quand même plus en sécurité, je crois. Agence officielle ou réseau parallèle, la bagarre fait rage l'été autour des logements pas chers de la Grande Motte. Et surtout, autour d'un de ses principaux atouts. Une plage de 7 km. Ce qui a donné l'idée à des petits malins d'essayer d'en profiter pour attirer une clientèle un peu plus lucrative. Pour se rendre compte de ce phénomène, il faut aller tout au bout de la Grande Motte sur le bord de mer pour dénicher le White Beach. Une plage privée qui copie le look des établissements de la Côte d'Azur. Bois blanc, style épuré, clientèle branchée, champagne de marque et havane de rigueur, voilà un des nouveaux visages de la plage de la Grande Motte. À l'origine de cette paillote huppée, Jérôme, 48 ans. Il a senti qu'il pouvait attirer ici des touristes plus riches qui voulaient un certain confort façon Côte d'Azur. Et s'il s'est lancé dans ce business, c'est parce que la location de la plage lui coûte 15% moins cher qu'à Cannes. Le fait d'avoir 1500 mètres carrés, bon, c'est un loyer qui coûte relativement cher aussi, donc c'est en conséquence. C'est-à-dire ? Donc il faut avoir... moi ici, je donne 87 000 € pour la saison, pour les 5 mois d'activité. Et pour rentabiliser son investissement, il pratique des tarifs qui n'ont rien de low cost. 17 € pour bénéficier d'un de ses 140 transats à la journée et même 19 le week-end en pleine saison. Et dans son restaurant, ce jour-là, pour un repas complet, il fallait compter 12 € pour des huîtres en entrée, 12 € encore pour l'assiette de brochettes en plat de résistance et le même prix pour du fromage ou du dessert. Au total, 36 € et encore sans la boisson. Des tarifs haut de gamme pour la Grande Motte, mais Jérôme a su trouver une clientèle pour son restaurant branché. Messieurs, dames, veuillez... Bien, quand monsieur vient en hélicoptère, on est obligé de soigner la clientèle. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un de très simple. C'est soit il vient en hélico, soit il vient avec son yacht. Jérôme en rajoute un peu. Son client est venu en voiture comme tout le monde. Mais cette petite blague n'est pas anodine. Il rêve d'attirer une clientèle huppée. La clientèle que nous avons, c'est une clientèle plutôt quadra, donc quadra et plus. Et généralement, c'est vrai que c'est celle-là qui a un pouvoir d'achat un peu plus important que les jeunes. Reste à faire connaître le restaurant auprès des vacanciers qui ne s'imaginent pas trouver une telle plage privée dans cette station plutôt low cost. Alors pour faire le buzz, Anne, la gérante, organise des animations chic. Une fois par mois, on prépare la Sunday Fun Day. En fait, c'est une petite journée, on va dire, avec de la musique. Et puis à partir de 16h, le ton monte et il y a un petit peu de musique avec les DJ locaux, Gwen, de Los Parigos. Il y a Jean-Bas qui est Jean-Bas Idéopholies. Plus rien à voir avec la plage populaire des congés payés. Ça y est, les stands s'installent. Ici, les stands d'artisanat d'art ont remplacé les vendeurs ambulants de Pambagna.
Et les bijoux hippie chic prennent la place des souvenirs fantaisie bon marché. Et vous concurrencez les plages de la Côte d'Azur? On va les rattraper, qui se méfient, on arrive. Effectivement, sur les kilomètres de littoral de la ville, les plages privées grignotent chaque année du terrain, on en compte désormais une quinzaine. La Grande Motte ne veut plus être uniquement la capitale des vacances pas chères, qui a fait sa réputation depuis sa création. Mais certains touristes préfèrent parfois l'exotisme aux vacances made in France. Seul problème, les coûts peuvent vite exploser, surtout si l'on choisit des vacances taillées sur mesure. Or, ce créneau est en pleine effervescence, car de nouveaux entrepreneurs vous proposent des séjours à l'autre bout du monde à des prix cassés. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle? Vous allez découvrir l'envers du décor avec ses bons plans et parfois ses mauvaises surprises. Nous sommes à l'aéroport d'Orly. Charles, jeune commercial de 33 ans, s'apprête à partir à Tunis. Cela fait 5 mois qu'il attend ce moment. Sur place, il va rejoindre des amis. J'ai un copain qui habite à Tunis, donc on va dormir chez lui ce soir. Mes amis sont déjà arrivés là-bas, donc il n'y a plus que moi, ils m'attendent. Et quand on pense vacances en Tunisie, voilà ce que l'on a en tête. Des hôtels immenses, bâtis autour de piscines géantes, avec des animations de groupe en permanence. Exactement ce que veut éviter Charles. Lui, il préfère la solitude et le calme du Sahara. Les excursions entre copains à travers le pays. En fait, Charles s'est concocté un séjour sur mesure, des vacances personnalisées, loin des circuits organisés, loin du tourisme de masse. Enfin, j'avais pas envie de faire un voyage avec des tours opérateurs et donc d'aller me dorer à la plage, ce qui est assez populaire, je l'admets, mais on avait envie d'avoir un voyage un peu typique. Alors, pendant 5 jours, Charles va réaliser un étonnant voyage. Bonjour madame. Il part pour plus de 500 km à la découverte de la Tunisie. Avec des randonnées tout-terrain dans le désert, une nuit dans une résidence troglodyte et des balades à dos de dromadaire. Et surtout pour ce fan de cinéma, une étape incontournable près de Netta, là où s'est tourné son film préféré, Star Wars. C'est sur mesure. On est tous un petit peu fans de Star Wars. En fait, Star Wars a été filmé en partie en Tunisie. Donc il y a les décors originaux qui sont restés là-bas. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est que Charles ne va payer que 600 € pour 5 jours. Et écoutez bien, vol inclus. Un tarif imbattable. S'offrir un séjour sur mesure à moindre frais, c'est désormais possible. Et cette nouvelle façon de voyager séduit chaque année des milliers de Français. Jusqu'à présent, pour partir à petit prix, il fallait choisir de voyager en groupe, dans des lieux très fréquentés, avec des visites aux horaires imposés. Tout se faisait en groupe, y compris quand il s'agissait de dire bonjour à une baleine. Mais depuis quelques années, de nouveaux entrepreneurs ont décidé de révolutionner ce marché. Et c'est sur Internet que tout se passe. Des sites comme Evaneos, Voyage en direct, Trace Direct ou encore Trip Connexion vous proposent des voyages sur mesure à prix cassé. Ils vous promettent jusqu'à 20% d'économie par rapport à un séjour classique. Avec eux, il est possible de découvrir les chutes d'Iguazu au Brésil, de profiter de la tranquillité d'un train en Inde, ou encore de faire un séjour aventure sur un fleuve africain, à la rencontre des habitants. Tous ces sites surfent sur une tendance forte. Plus de 6 Français sur 10 veulent vivre leurs vacances loin des groupes. Ils désirent faire en réalité un voyage en fonction de leurs envies. Alors comment est-il possible de casser les prix sur des séjours personnalisés? Et en a-t-on vraiment pour son argent? Révélation sur les coulisses de ces voyages individualisés qui nous séduisent de plus en plus. A priori, quand on organise un voyage sur mesure, il faut s'attendre à casser sa tirelire. Car dans ce domaine, les dépenses peuvent vite atteindre des sommes astronomiques.
Et pour s'en rendre compte, il suffit d'aller chez le leader du secteur, Voyageurs du Monde. À l'intérieur, sur 3 étages, s'étend un vaste espace équivalent à 30 agences de voyage. Un décor tendance où chaque continent a son espace conseil. Ici, par exemple, c'est le coin Asie. Disponible le matin, si vous les avez Et tous les clients sont choyés. Thé et café à volonté. Et pour les conseillers, des dizaines de chargés de clientèle ultra qualifiés, tous spécialistes d'un pays du monde. C'est dans ce temple du sur-mesure qu'Aurore est venue préparer son voyage de noces avec un de ses amis. Je peux vous offrir à boire ou pas? Café, thé, de l'eau. Non, ça va. Aurore a rendez-vous avec Thomas, un des spécialistes d'Hawaï. Il y a déjà été 3 fois. C'est lui qui va guider Aurore. Et comme il s'agit d'un voyage personnalisé, la jeune femme a le choix. Et justement, elle préfère demander un hôtel romantique. Je peux vous avoir des hébergements beaucoup plus authentiques. Donc vous pouvez voyager avec plutôt ce type-là d'approche. Et l'entretien va durer ainsi pendant 1 heure. Thomas va leur proposer 6 hôtels, 10 activités. Et à force, il finit par cerner les attentes de sa cliente. Alors il va dénicher une visite inattendue qui correspond à la personnalité d'Aurore. Là, par exemple, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui travaillait pour les effets spéciaux à Hollywood, qui a pris sa retraite et qui a créé un musée des Beatles. C'est le premier musée privé des Beatles au monde, donc c'est marrant. Ah ouais. Aurore est conquise. Alors, elle se lâche. Pour ce voyage de noces, elle réserve 10 jours à Hawaï pour elle et son futur mari. Cela comprend un aller-retour depuis Paris, ainsi que des vols internes. Des nuits d'hôtel dans des suites sur 2 îles différentes, la location d'une voiture et même un survol de l'île en hélicoptère ou encore une excursion en catamaran. Résultat, plus de 8 000 € pour ce voyage sur mesure. Là, c'est le voyage de noces, donc c'est maintenant ou jamais. Dans ce genre d'agence, avoir un conseiller spécialisé, passer 1 heure avec lui dans des locaux chics, tout cela a un coût élevé. Mais depuis peu, face à Voyageurs du Monde, de nouveaux concurrents sont apparus. Des entrepreneurs audacieux qui ont décidé de rendre accessibles à tous ces voyages sur mesure en cassant les prix. Aujourd'hui, ils sont une dizaine en France. Et parmi eux, il y en a un qui domine ce nouveau marché, le pionnier du secteur, Evaneos. Il propose jusqu'à 20% de réduction par rapport à des agences traditionnelles, avec parfois des tarifs à peine croyables. Chez lui, un séjour à Hawaï, comparable à la lune de miel d'Aurore, revient à moins de 3 000 €. Et même en rajoutant 2 000 € de billets d'avion, cela reste 30% moins cher que chez une agence traditionnelle. Et ce concept a priori impossible a été imaginé par un homme au départ très éloigné du monde des voyages. Nous sommes à Paris, dans le 9e arrondissement. C'est là que travaille Éric de la Bonnardière. Un homme qui a décidé de démocratiser le voyage sur mesure. Éric est un ingénieur pointu, doublé d'un bon commercial. Après Polytechnique à Stockholm et HEC à Paris, il commence sa carrière en costume-cravate comme consultant. Seulement, Éric s'ennuie un peu. En fait, il adore voyager. Et c'est un de ses amis d'études, Yvan Vibo, à droite, qui va changer sa vie. Yvan revient d'un tour du monde d'1 an. Il lui propose de tout plaquer. L'histoire d'Evaneos, elle est partie d'un email en fait, que j'ai reçu dans ma boîte mail un jour de mon associé actuel qui disait moi je sors d'école, j'aime l'informatique, je veux créer une boîte dans le web et dans le voyage, je suis un passionné de voyage. Donc tout de suite ça m'a parlé, moi je travaille dans le conseil et j'ai tout de suite démissionné. Au départ, le pari est risqué car les 2 hommes n'ont que 10 000 € en poche. Pendant 1 an, ils vont travailler d'arrache-pied, sans se payer. Mais ils ont une intuition. Les Français veulent du voyage sur mesure à moindre frais. Alors ils vont inventer des astuces inédites pour casser les prix. Et ça commence par une gestion drastique
des dépenses. On a déménagé dans ces bureaux il y a 2 mois maintenant. Ici, pas de thé ou de café à volonté. Des locaux sobres, et puis 6 fois moins de personnel que chez Voyageurs du Monde. Et surtout, ces salariés n'accueillent jamais les clients. C'est là la clé de ce business. Eric ne fait pas votre voyage, c'est à vous de le faire. Et voilà comment cela fonctionne. Vous sélectionnez votre destination, par exemple l'Afrique, à Madagascar. Seulement, au moment de choisir votre parcours, vous ne vous adressez pas pendant de longues heures à Evaneos. En réalité, le site va vous mettre en relation avec une agence locale. C'est elle qui va traiter votre demande. C'est le cas de ce couple qui habite en région parisienne. Yann et Sylvie s'apprêtent à partir en Ouzbékistan. Oui, bonjour, Madame Malika. Oui, c'est Monsieur Morin, oui. À l'autre bout du monde, par Skype, ils discutent avec Alika, une guide ouzbèque recommandée par Evaneos. À Tashkent, vous pouvez visiter l'opéra. Oui. Ça coûte pas cher et de plus, il y a beaucoup de spectacles à choisir. Oui. Ce jour-là, ils vont passer 1 heure à préparer leur voyage avec Alika, la guide locale. Tout ce temps de préparation ne coûte pas 1 centime à Evaneos. En revanche, passer par des agences locales, cela pose un sacré problème. Eric n'a pas le droit à l'erreur quand il faut les choisir. Alors régulièrement, il doit quitter son bureau pour aller vérifier par lui-même si oui ou non une agence mérite d'être référencée. Ce jour-là, Eric a repéré une nouvelle agence dans un pays très prometteur pour lui. Un pays de plus en plus demandé et pas très éloigné de la France. Direction le nord de l'Europe, à 2000 km de Paris, l'Islande et plus précisément sa capitale, Reykjavik. Et voilà ce qui fait le succès de cette destination. Des geysers, des cascades et une faune sauvage. Des paysages où l'on peut randonner des dizaines de kilomètres sans voir âme qui vive. Seulement ici, Eric est face à un problème a priori insoluble. Comme cette destination est devenue tendance, le pays est par endroits très fréquenté. Exemple avec la plus grande source chaude d'Islande, le Blue Lagoon. 9 touristes sur 10 s'arrêtent pour se baigner dans ces eaux chaudes. Résultat, toutes les 15 minutes, des quarts de vacanciers débarquent sur ces parkings gigantesques. Ce succès a fait également grimper en flèche les tarifs. Barboter ici une journée au milieu de la foule, dans ce lac totalement artificiel, coûte de 35 à 165 €. Et c'est pareil du côté des hôtels. Comptez en moyenne 140 € pour une nuit dans un établissement comme celui-ci. Or Eric, lui, veut proposer à ses clients exactement l'inverse. Un séjour de charme, loin des foules. Les voyageurs Evaneos, c'est des voyageurs qui aiment vraiment la découverte du pays, de sa culture, de sa population, d'essayer d'aller à des endroits où les gens vont peu, de s'écarter des sentiers battus. Voilà, donc c'est ça qui rassemble un peu tout le monde. Et pour faire cela, il espère bien que l'agence qu'il a repérée depuis Paris fera l'affaire. Sur Internet, sur les forums, comment faire confiance auprès d'une agence locale qui est à l'autre bout du monde, sans avoir aucun autre élément qu'un avis qui aura été déposé sur un site Internet. Donc ça me paraît très difficile, d'autant plus qu'un voyage, c'est en général une expérience d'une vie, c'est quelque chose qu'on prépare depuis longtemps, et on ne peut pas se permettre de le rater, quoi. Ce matin-là, il a rendez-vous dans la banlieue de Reykjavik avec Karim, le directeur de l'agence qu'il cible. Bonjour Karim. Bonjour Eric. Ça va? Ça vient d'arriver. Tu fais bon voyage? Ouais, très bon voyage. Ouais. Eric veut s'assurer que Karim parle un français impeccable et qu'il connaît parfaitement la région. Car s'il fait affaire avec lui, ses clients n'auront plus qu'un seul contact sur place, Karim lui-même. Alors Eric va le cribler de questions, histoire de vérifier s'il est réactif et professionnel. Comment ça se passe quand un voyageur arrive en Islande avec vous?
Et est-ce que toi, tu passes du temps sur le terrain pour aller faire du repérage, essayer d'aller trouver des nouvelles activités régulièrement? Est-ce que tu as des contrats particuliers avec des hôtels ou avec des groupements d'hôtels, ou est-ce que tu fais du cas par cas? Un entretien fleuve qui dure plus d'1 heure. Une dizaine de points précis sont abordés. Par exemple, Eric tient à vérifier que ses futurs clients auront bien un GPS dès leur arrivée. La route, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un GPS qui est systématiquement fourni? Vous fournissez une carte à l'arrivée? Comment ça se passe? Ça peut paraître anecdotique, mais Eric veut éviter que ses clients perdent une partie de leurs vacances à chercher leur chemin. Ça pourrait gâcher leur séjour. Et sur ce point, Karim semble pris en défaut. On fournit en fait une carte, Ouais. un carnet de route. Ouais. Normalement, avec ces éléments-là, ça doit suffire. Karim n'a pas souhaité investir dans des GPS, trop chers. Il se contente d'une bonne vieille carte papier du coin. Ce n'est pas vraiment du goût d'Eric. Il cherche un séjour à partir de 800 € la semaine, mais pour ce prix, il veut le maximum. On a certaines agences, et ce qu'on aime bien, qui remettent un téléphone à l'arrivée à l'aéroport. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Alors, on l'a fait. Ouais. On ne le fait plus. Un téléphone, je veux dire, on est en Islande. Ouais. Je veux dire, on n'est pas en Asie du Sud-Est. Les téléphones sont chers. Pas de téléphone non plus. Ça commence plutôt mal pour Karim. Alors il le sait, s'il veut emporter le contrat, il va devoir sortir le grand jeu. Et tout va se jouer loin de ce bureau. Karim va emmener Eric visiter sa maison d'hôte préférée. Un endroit idéal pour les Français qui recherchent quelque chose de charmant, loin des foules et à petit prix. Et pour atteindre cette perle rare, il faut quitter la capitale, rouler pendant 120 km en direction du nord-ouest, 2 heures de route dans un paysage de steppe. Bon, alors là, je vais t'emmener dans un endroit unique. Ouais, bah, je vois qu'on est déjà au bout du monde, là. Ici, ça s'appelle la région de Borgarnes. Ouais. Ici, côté tranquillité, ça devrait être bon. Il y a moins de 2 habitants au kilomètre carré. Et c'est dans ce décor désertique que Karim mise tout avec cette maison un peu perdue. Superbe. Bon, en tous les cas, on est au bout du monde. Je pense qu'on ne doit pas te déranger la nuit. À peine sorti, Eric va découvrir le petit bijou de Karim. Il s'agit d'un ancien gîte de pêche bâti à la fin du 19e siècle. Il a été transformé récemment en maison d'hôte, un endroit typique qui pourrait bien plaire aux clients d'Eric. Alors, ce qu'on va vérifier, c'est l'état d'esprit du lieu. Ça nous permet d'avoir un aperçu des hébergements avec lesquels Karim travaille. Donc, la qualité de confort, le niveau de service et l'accueil aussi, parce qu'un hébergement, c'est une occasion de rencontrer des locaux. Donc, voir aussi si on a affaire à des gens qui ont envie de partager leur culture. Ce serait super. Et en matière d'ambiance authentique, Eric ne va pas être déçu. Le propriétaire des lieux est très loquace. How are you? Fine, thank you. Welcome. Hello, nice to meet you. I'm Eric. My name is Hjörleifur, so welcome to Enskuhusen. Thank you. Please, come on in. Come on in. Thank you. Ce cadre typique pourrait plonger les vacanciers dans la culture locale. Bon, il y a le parquet qui craque. Et le reste de la maison est tout aussi ancien. Can you show us the next room? Yeah. Direction le salon. On y retrouve des fauteuils en cuir datant du début du siècle. Et pour les livres, c'est pareil. Ils relatent des anecdotes de pêche vieilles de 100 ans. Mais ici, tout n'est pas rustique. Exemple avec les chambres. Elles datent plutôt des années 70, et ça, le propriétaire des lieux est bien obligé de le reconnaître. So here we have a very typical room. It's cozy. It's like I told you earlier, built in 1972. Yeah. So we try to keep that atmosphere in here. Bon, c'est un confort basique, mais c'est très propre, c'est très bien fait. La chambre s'avère en fait peu spacieuse. La salle de douche est un peu quelconque. Petite déception pour Eric. Bon, les chambres ont un peu moins de charme que la partie commune. Mais bon, je pense que ce qui fait l'intérêt des chambres, c'est la vue surtout. Et voilà ce qui plaît à Eric. Cette maison est située au bord d'une petite rivière. Un endroit unique où l'eau douce et l'eau salée de l'Atlantique se mélangent. Un lieu propice pour les fans de pêche
Des saumons y sont capturés chaque été depuis plus de 100 ans. Pour Eric, ça pourrait faire venir des clients. La vue, qui est juste incroyable, sur la rivière et le fjord, et on voit très bien les montagnes derrière, on est au bout du monde. Et pour séjourner une nuit ici, il vous faudra débourser 100 €, un prix nettement moins élevé que la moyenne des hôtels de la région. Ce tarif s'explique très simplement. Cette belle maison est isolée, loin de la capitale. Elle attire finalement peu de touristes. L'Islande est un pays où l'hôtellerie est assez chère. Pour ce prix-là, on peut trouver des choses beaucoup moins bien dans la ville à côté, je pense, des hôtels beaucoup moins charmants. Donc je pense que moi c'est un bon rapport qualité-prix. Pour ouvrir une expérience comme ça, je pense que ça me paraît pas trop élevé. Mais pour séduire les touristes, un hébergement original à petit prix, ça ne suffit pas. Il faut aussi leur offrir des activités qui sortent de l'ordinaire et si possible à moindre frais. Là-dessus, Karim a sa petite idée. Car ce Français est en fait marié à une Islandaise. Il connaît donc tous les bons plans de la région. Je te l'avais pas dit que ça serait là, mais tu vas voir. Il emmène Eric dans un lieu spectaculaire, épargné par le tourisme de masse. C'est très particulier. C'est typiquement islandais. C'est vraiment à l'ancienne. Et pour convaincre Eric de faire affaire avec lui, il a choisi une activité pratiquée depuis des siècles par les Islandais. Les bains en plein air. Une coutume locale que les touristes apprécient tout particulièrement. Pour une bonne raison. Température extérieure 5 degrés, température de l'eau 35 degrés. Et surtout, il n'y a personne à l'horizon. Cette tranquillité, c'est exactement ce que recherchent les clients d'Eric. C'est typique et hors des sentiers battus. Le bain en Islande, c'est le cœur de la... C'est un des cœurs de la vie sociale ici. On y va toute l'année, même en hiver on y va. Moi j'ai l'image de carte postale du Blue Lagoon à Reykjavik. Il y a beaucoup de monde, non? Il y a plus de monde, c'est plus organisé. Cette piscine naturelle, éloignée des foules de touristes, présente un autre avantage. Elle est à 18 € l'entrée, soit 2 fois moins cher que les bains autour de la capitale. Et pour achever de convaincre Eric, Karim va chercher à lui en mettre plein la vue avec une autre activité originale qui ne coûte pas grand-chose. Nous sommes sur la côte ouest, un endroit là encore désertique. Karim emmène Eric dans un endroit où aucun bus de touristes ne débarque jamais. Au bout de ce sentier, une plage de sable fin. A priori, rien d'extraordinaire. Et la particularité de cette plage, c'est les oiseaux. Mais il y a bien mieux ici. Et pour cela, il faut donner de sa personne. Eric va devoir marcher sur ces cailloux glissants pendant près d'une demi-heure pour aller au plus près d'une nature exceptionnelle. J'ai bien envie d'aller voir là-bas quand même. Non? Avance un peu si tu veux. Allez, j'avance un peu, ouais. Et finalement, tous ses efforts vont payer. Il parvient à trouver une famille de phoques, avec en prime un nouveau-né. Il se repose avant de repartir chasser les poissons. Le pari est plutôt réussi là. Et là, il y a un petit phoque qui monte sa tête. Un spectacle unique que seuls quelques privilégiés ont la chance de photographier. Eric est conquis. Il s'imagine déjà envoyer ses clients ici. Donc on est un peu loin du zoo là. On est vraiment dans la nature, la vraie. C'est sûr que si on était en groupe, on aurait peut-être fait fuir les phoques. Il y aurait un gros parking qui serait à côté de la plage et on prendrait tous la même photo. Et donc ça, voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Le coup des phoques pris sur le vif fonctionne à merveille. Eric décide de recruter Karim parmi ses correspondants locaux en Islande. Et cela s'annonce comme une bonne affaire pour tous les deux. Et pour le comprendre, nous retournons à la capitale, dans les locaux de l'agence de Karim. Avec Evaneos, on espère que ça peut nous amener au moins quelques centaines de clients. Mais ça va se construire dans le temps, je pense. Et sur la centaine de voyages qu'il va vendre,
Karim va verser une commission. C'est d'ailleurs écrit sur le site. Evaneos est rémunéré par les agences en contrepartie du volume de voyageurs. Autrement dit, d'après nos informations, Karim devrait reverser 10% du prix des séjours vendus à Evaneos. Et quand on poursuit la lecture, il est clairement dit que cette commission n'impacte pas le prix des voyages. Alors est-ce toujours le cas ? Pour le savoir, nous avons enquêté. Et nous avons retrouvé une agence en Asie qui a décidé d'arrêter de travailler avec Evaneos. Au bout du fil, par Skype, le directeur de l'agence. Bonjour. Dans le jargon du métier, cette agence locale est appelée réceptif. Et si les prix dérapent parfois, ce serait parce que les agences seraient tentées d'augmenter leurs tarifs pour compenser les commissions versées à Evaneos. Est-ce que du coup on est tenté d'augmenter ces prix et donc de plus faire directement du voyage en direct? Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Quand tu prends, c'est là le truc qui est tordu. C'est qu'en fait, les Manoïs te disent ouais, on vous met en contact directement avec des réceptifs. Moi, réceptif, je sais que je vais devoir rembourser 10% avec un service minimum, car j'estime qu'Evaneo a un service minimum. Je ne vais pas m'emmerder, hein. Je vais faire 1100 € pour rembourser, bien sûr. 1100 € au lieu de 1000 € habituellement. Et il n'est pas le seul à dénoncer cette dérive. Nous contactons une autre agence qui, elle, travaille encore avec Evaneos. Selon elle, les commissions sont parfois répercutées sur les prestations et surprise, cela se ferait un peu à la tête du client. Oui, forcément, ça se répercute forcément dans le prix. Je vais peut-être avoir tendance à compter la commission Evaneos, mais ça dépend. Ça dépend du client. Face à ces dérapages, nous avons recontacté Eric par téléphone. Pour lui, ces cas restent marginaux. Plusieurs agences nous ont confirmé qu'ils répercutaient les 10% de marge d'Evaneos sur leur prix et donc ne faisaient plus un prix en direct. La consigne, c'est qu'ils vendent au même prix et je pense qu'il y en a 95% qui jouent le jeu, enfin peut-être 5% à la marge qui jouent pas le jeu et ils peuvent pas vendre beaucoup sur Evaneos. Et selon lui, dans la plupart des cas, les agences locales acceptent de diviser leur marge par 2, car en échange, Evaneos leur apporte de nombreux clients. Pour être clair, aujourd'hui, quand un réceptif fait 20 € de marge, quand il va en direct avec Evaneos, il va plutôt en faire 10. Voilà. Seulement, dans certains cas, le dépassement des agences va bien au-delà des 10%. Des cas qui semblent rares, mais qui sont bel et bien apparus sur des forums de voyageurs. Certains clients se plaignent de tarifs particulièrement élevés. Voyage très cher. Une prestation scandaleusement hors de prix. Un prix au-delà du double des prix affichés. Alors que s'est-il passé exactement ? Pourquoi les prix auraient-ils subitement grimpé en flèche ? Pour le comprendre, nous retournons en Islande. Ce jour-là, une agence qui travaille avec Evaneos organise une expédition près d'un volcan. Guy et Joël, deux Basques, ont décidé de se faire plaisir. Hello. Nice to meet you. You too, Guillaume. Ils ont rendez-vous avec leur guide du jour. My name is Guy and Joël. Okay. Okay. You ready? Et pour accéder au volcan, il faut parcourir pendant 1 heure des pistes cabossées, puis gravir les derniers mètres dans la neige. Quelques minutes plus tard, ils y sont. Ils découvrent le cratère du volcan Eyjafjöll, qui en 2010 avait paralysé toute l'Europe. What is it? A little lake? It's a crater. It's still warm. Yes, after yes, the yes. eruption 2010. C'est quand même historique. On peut le dire. Ils sont ravis, à un détail près. Cette expédition coûte officiellement 300 € par personne. Et ça n'était pas du tout prévu dans la formule initiale qu'ils avaient choisie par Internet. En fait, depuis leur arrivée, l'agence leur propose d'enrichir leurs vacances avec des options de ce type. Thank you very much, Jan. Super sympa. It was very great. Et comme nos Basques se laissent tenter, au bout du compte, ces vacances leur reviennent bien plus chères que prévu. Le forfait, location de voiture plus hébergement pour 10 jours
nous revient à 1 440 € par personne, plus les billets d'avion, plus les excursions. Oui, ça va être un budget conséquent. Au final, le couple aura déboursé 2 600 € de plus que le circuit initial commandé sur Evaneos. Et si les agences multiplient ce genre d'options, c'est parce qu'en les vendant sur place, elles ne paieront aucune commission. En attendant, sur Internet, les avis sont partagés. Evaneos décroche 3,5 sur 10 sur ce site et une bien meilleure note, 4,4 sur 5, sur cet autre site. Malgré ces options aussi tentantes que coûteuses, la formule du voyage sur mesure continue de plaire. Plus de 60 000 Français l'ont déjà testé.